La culture physique, ce n'est pas qu'un esprit sain dans un corps sain, c'est aussi montrer que la physique conduit quasiment toute notre vie. Nos rêves d'étoiles ou d'appât du gain au poker, et même au cinéma, elle peut nous jouer des tours. Clément Cyr est directeur de recherche au CNRS, directeur du laboratoire de physique théorique à l'université Toulouse 3. Dans un tournoi de poker, si vous réfléchissez, il y a l'échange de valeurs. Les joueurs échangent des jetons. Il y a même l'inflation. Pour ceux qui connaissent un peu le poker, il y a la blinde, qui est une unité dans laquelle vous misez, qui augmente avec le temps. Donc en fait, il y a vraiment quelque chose qui joue le rôle de l'inflation. Et bien sûr, il y a tous les sentiments humains qu'on connaît, comme la peur, le courage, la prudence, l'appât du gain. Individuellement, les gens ont leur libre arbitre. Je ne peux pas vous dire qui va gagner le tournoi, mais je peux vous dire plein de choses. Et notamment, par exemple, j'ai montré que dans tous les tournois, la distribution de richesse était la même. C'est-à-dire à la fin, comment les jetons vont se répartir entre les joueurs. Quelque chose d'universel que vous observez dans les championnats du monde, aussi bien dans les championnats du monde donc, que dans des tournois sur Internet. Et donc maintenant, si je ramène ça à la vraie société, imaginez que je sois capable de prédire en fonction des lois de l'État français, la distribution de richesses de la France, et surtout d'être capable de dire que si je modifie telle loi, je vais avoir une société plus égalitaire ou moins égalitaire. En tout cas, je vais pouvoir offrir un outil à l'homme politique où il va être capable de connaître le résultat de ces lois et de ces actions. Vous parliez aussi des mouvements de foule. En quoi c'est utile? On regarde comment les humains interagissent quand ils se déplacent. Vous savez que quand vous marchez sur un trottoir ou dans le métro, spontanément, les gens s'organisent en file. Pourtant, on ne le fait pas de façon consciente. Donc notre cerveau calcule, essaye d'éviter les gens et à la fin, donc les flots humains se font en file. Et on essaie aussi de comprendre comment les gens s'évitent, par quel mécanisme et quels phénomènes collectifs sont produits derrière. Notre but, c'est de faire avancer la connaissance. Il y a des applications assez naturelles, par exemple de gérer des grandes foules dans l'évacuation de stades. Vous pouvez optimiser la structure de la circulation. Voilà. Il faut savoir que par exemple dans les flots routiers, dans les trafics routiers, ça c'est déjà très très bien compris depuis les années 80. Par exemple, le réseau autoroutier allemand est entièrement géré avec des modèles qui ont un caractère prédictif, ce qui est important en physique, qui prédisent que si vous fermez telle autoroute, le flot va se distribuer de telle ou telle façon. Dans l'espace, les lois de la physique sont importantes. Même quand un astronaute, comme dans le film Interstellar, est perdu, il y a des lois qui s'appliquent. Roland Lehoucq est astrophysicien au CEA d'Orsay. Il est aussi professeur à l'école polytechnique. Alors il arrive à survivre dans l'espace, il a un scaphandre quand même. Cooper, le héros, il a son scaphandre, il survit dans l'espace avec son scaphandre. Ce qui est plus, disons, curieux, c'est qu'il arrive à survivre à la traversée de l'horizon d'un trou noir. Alors on peut imaginer s'approcher d'un trou noir très massif, de plusieurs centaines de millions de masses solaires, sans être déchiré par les forces de marée du trou noir. En revanche, une fois franchi l'horizon du trou noir, on se demande bien comment il fait pour survivre. Bon, ça c'est la licence poétique du film, disons. Il y a beaucoup de choses qui sont montrées dans Interstellar qui sont, disons, douteuses. Il y a aussi des choses qui sont, je vais les qualifier de plausibles, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas réalistes parce que explicitement, Christopher Nolan s'en est expliqué, explicitement il a dit je veux faire des choses qui soient esthétiques, divertissantes et compréhensibles pour le public et je choisis cette voie-là plutôt que la voie réaliste alors qu'il était conseillé par un grand physicien américain spécialiste des trous noirs. Et ce film fait se poser des questions. On parle de dilatation des durées, on voit que sur la planète Miller où va Cooper, 1 heure placée sur cette planète correspond à 7 ans passés loin de la planète. On se pose des questions, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Et décortiquer ça, montrer qu'il y a une part de vérité dans le film, et décortiquer où est cette part, mais montrer aussi les limites du film, ça permet de faire un exercice pédagogique intéressant, de se poser des questions sur ce que l'on voit, de faire travailler son esprit critique, d'apprendre des choses, et le tout en s'amusant, parce que ce film est quand même prévu pour être un divertissement. Donc on utilise un divertissement que l'on détourne, que l'on hack finalement, pour faire quelque chose qui est aussi un divertissement, mais de nature scientifique, et pas de nature cinématographique. Comment le temps pourrait-il être différent à différents endroits de l'espace? La mesure des durées dépend à la fois votre état de mouvement, votre vitesse relative par rapport aux autres observateurs, et dépend aussi du potentiel de gravitation, de votre proximité, on va dire, avec une source de gravité, c'est-à-dire une masse, comme la Terre par exemple, et que si une horloge au sol est placée en orbite, plutôt 2 horloges au sol dont l'une est placée en orbite, 2 horloges identiques évidemment, 2 horloges atomiques pour pouvoir faire la différence de manière très précise, l'horloge au sol va finir par retarder sur l'horloge qui est en orbite. L'intensité du champ de pesanteur dans lequel elles sont plongées modifie les durées qu'elles mesurent. Cet effet qui a l'air tout à fait extraordinaire est en fait couramment utilisé tous les jours par tous les gens qui utilisent un GPS. Les satellites du réseau de positionnement satellitaire GPS doivent être corrigés de cet écart
de durée mesurée, un écart qui est d'à peu près 46 microsecondes par jour, de sorte que le GPS ait la précision qu'on a attendue, c'est-à-dire 1 mètre. Si ça n'était pas corrigé, la lumière parcourt 300 mètres en 1 microseconde, donc en 46 microsecondes, une quinzaine de kilomètres. Voilà quelle serait la précision du GPS si on ne faisait pas ces corrections. 15 kilomètres et non 1 mètre. Décidément sérieux s'abstenir, les professeurs Tournesol présents à Florence, tous des pros dans leur spécialité, ont décidé de tordre la physique pour la faire entrer dans nos petites têtes de vacanciers. Ainsi, Jérôme Pérez, professeur au laboratoire de mathématiques appliquées à l'ENSTA ParisTech, chercheur à l'Institut d'astrophysique de Paris, est aussi spécialisé en astrophysique dans les phénomènes de gravitation classique et relativiste. Du coup, il a décidé de mettre la physique au service du rugby. Jérôme Pérez. Tout le monde pense que la trajectoire d'un ballon c'est une parabole, ce qui a été découvert par Galilée il y a très longtemps. En fait, la trajectoire d'un ballon de rugby c'est pas du tout une parabole, parce que la forme du ballon de rugby le fait planer, le fait voler, et ensuite il part tellement vite qu'il est au-delà d'une certaine limite hydrodynamique, qui fait qu'en fait au début il part tout droit et ensuite il tombe comme une feuille morte. Et donc la trajectoire d'un ballon de rugby, ça se décompose en deux phases, une phase quasiment rectiligne et une deuxième phase aussi en feuille morte, disons, et ça ressemble plus à un triangle qu'à une parabole. Et donc ça s'appelle une tartaglia, qui a été découvert un siècle avant Galilée. Alors la mêlée, c'est un choc absolument épouvantable, une mêlée. Si on fait l'analyse mécanique de la mêlée, on s'aperçoit que ça brise le dos de la plupart des citoyens français et même non français. Ça a l'air très désorganisé, une mêlée, mais en fait c'est quelque chose de très 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 organisé. Les rugbymen sont positionnés d'une façon qui leur permet d'absorber le choc, et la façon d'introduire la balle dans la mêlée fait que c'est très rare que l'équipe adverse arrive à récupérer le ballon dans une mêlée. Quand il y a une sortie du ballon, la remise en jeu se fait toujours de la même façon, ce qu'on appelle un lancer en touche. Et là, ça n'a rien à voir avec la pénalité où le ballon est propulsé avec le pied. Le ballon est propulsé avec la main, et là, effectivement, on a une trajectoire parabolique puisque la vitesse de départ du ballon est beaucoup plus faible. Et alors là, dans ces conditions, on peut tout à fait faire le calcul, c'est beaucoup plus simple, et on peut optimiser la touche, c'est ce que j'ai fait dans ma conférence. Et à ce moment-là, on peut montrer que si on veut envoyer le ballon au début, au milieu ou à la fin de l'alignement, eh bien, il suffit de choisir un angle particulier qui fera que quasi systématiquement le ballon sera récupéré par son coéquipier. Donc en physique, on a des diagrammes qui permettent de comprendre la façon dont les particules interagissent, et j'ai pu faire un parallèle entre la façon dont les joueurs s'échangent le ballon lors des passes pour progresser lors d'un essai. Et en analysant plusieurs essais via les diagrammes de Feynman du rugby, que j'ai donc inventé pour l'occasion, eh bien on arrive à comprendre quels sont les joueurs importants dans l'essai qui a été marqué, et privilégier des stratégies. Donc je pense que c'est une analyse qui pourrait être très profitable pour les formateurs dans ce domaine. Si après ça la physique ne vous met pas en forme pour les vacances, c'est à désespérer.